Et si, pendant une crise de colère de notre enfant, notre envie de parler, de rassurer, était en fait le problème? C'est une question qui peut paraître un peu étrange, mais on va y répondre ensemble. Oui, je sais, dit comme ça peut sembler radical. Notre instinct nous hurle de trouver les bons mots, de raisonner, d'expliquer. Pourtant, la science nous montre que parfois, au cœur de la tempête émotionnelle, nos paroles bien intentionnées peuvent jeter de l'huile sur le feu. En tant que parent, c'est notre premier réflexe. Des larmes, des cris et hop, on se met à parler. On veut comprendre, on veut consoler, on veut expliquer pourquoi, non, on ne peut pas manger des bonbons avant le dîner. C'est ce qu'on peut appeler le piège des mots. Et on va voir ensemble pourquoi cette approche, aussi naturelle soit-elle, est bien souvent vouée à l'échec. Ah, on les connaît par cœur, ces situations. Le gobelet de la mauvaise couleur, devoir quitter le toboggan. Pour notre cerveau d'adulte, ça semble complètement anodin. Mais pour un enfant, l'émotion qui le submerge à ce moment-là est aussi réelle et intense qu'une véritable menace. Alors, pour comprendre pourquoi nos mots semblent rebondir sur un mur invisible, il faut faire un petit voyage. Un voyage à l'intérieur du cerveau d'un enfant en pleine crise. Et ce qu'on va y découvrir, ce n'est pas de la mauvaise volonté, non, c'est de la pure neurologie. Pour un tout petit, cette menace peut être aussi simple que « ce n'est pas le gobelet que je voulais ». Son cerveau émotionnel, qui est encore en plein développement, ne fait pas vraiment la différence. Il perçoit un danger, il tire la sonnette d'alarme et tout son système bascule en mode survie. Et là, on arrive au point crucial. Quand ce mode survie s'active, la partie du cerveau qui réfléchit, qui analyse, celle qui traite le langage et la logique, eh bien, elle se déconnecte. C'est comme si on appuyait sur « off ». À cet instant précis, parler à l'enfant, c'est littéralement comme parler à un mur. Sa capacité à comprendre les mots a tout simplement disparu. Et d'ailleurs, ça nous arrive à nous aussi en tant qu'adultes. Quand on est submergé par la colère ou la peur, c'est presque impossible de suivre un raisonnement logique. On n'entend plus rien. Eh bien, pour un enfant, c'est exactement la même chose, mais en version puissance 1000. Le cerveau n'est juste plus câblé pour recevoir l'information. Et ce qui est encore plus fou, c'est que le problème ne vient pas seulement des mots. Imaginez la scène du point de vue de l'enfant. Un adulte immense qui le surplombe, qui agite peut-être les mains, avec un visage tendu par l'inquiétude ou l'agacement. Même si on veut aider, tout notre corps peut involontairement crier « danger » à un cerveau qui est déjà en alerte maximale. Alors si parler ne sert à rien et peut même empirer les choses, qu'est-ce qu'on fait? La réponse, elle est à la fois très simple et incroyablement puissante. Il faut montrer au cerveau de l'enfant qu'il est en sécurité. Pas avec des mots, mais avec notre simple présence, calme et rassurante. Voici un exemple très concret, étape par étape. Remarquez comme chaque action a un seul et unique but, envoyer un message de sécurité au système nerveux de l'enfant. D'abord, un lieu sûr, pour baisser le niveau de stimulation. Puis, l'étape 3, cruciale, le silence. On ne surcharge pas un cerveau qui est déjà saturé. Et c'est seulement bien plus tard, à la toute fin, une fois le calme revenu, qu'on peut enfin parler. Notre présence, c'est l'encre qui lui permet de traverser la tempête. D'accord, je vous entends d'ici. C'est bien joli tous à la maison, mais au milieu du supermarché, sous le regard des autres, on fait comment? Eh bien la bonne nouvelle, c'est que la neurologie de l'enfant, elle, ne change pas. Son cerveau fonctionne de la même manière qu'il soit dans sa chambre ou au rayon des gâteaux. La première option, si on peut se le permettre, c'est de créer une sorte de bulle de calme au milieu du chaos. Ça veut dire s'éloigner un peu, se mettre à sa hauteur, bouger le moins possible. On lui envoie un message non verbal très clair, le monde autour est agité, mais ici, avec moi, dans notre bulle, tu es en sécurité. Mais soyons honnêtes, on n'a pas toujours une demi-heure devant nous à la caisse du magasin. Parfois, il faut juste avancer. Alors que faire dans ces moments-là? Cette stratégie, c'est celle du minimum de mots. Juste assez pour valider l'émotion, un petit « je comprends que tu sois fâché » et pour poser une limite claire. Le choix simple qu'on propose, attention, ce n'est pas une négociation. C'est un moyen de lui redonner une toute petite impression de contrôle. L'objectif ici n'est pas de raisonner, mais de traverser la situation. Et c'est tout à fait OK. Alors, si on devait tout résumer, s'il n'y avait qu'une seule et unique chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. C'est le principe qui vraiment change toute notre perspective face aux crises. Voilà. On doit d'abord s'assurer que les fondations sont solides avant d'essayer de construire le toit. La sécurité, c'est la fondation. La raison, c'est le toit. Tant que le cerveau est en mode survie, les fondations tremblent. Notre priorité absolue, c'est de stabiliser tout ça. Ce processus, où on prête notre calme à l'enfant, ça s'appelle la co-régulation. Et ça doit toujours passer avant la recherche de solutions. C'est la pensée que j'aimerais laisser pour la fin. Et si le but n'était pas juste de gérer la crise pour qu'elle s'arrête? Et si, en offrant cette sécurité, ce calme, on apprenait à notre enfant la chose la plus importante qui soit? Que ses émotions, même les plus énormes, ne sont pas dangereuses. Que la sécurité, finalement, ce n'est pas juste l'étape avant la solution. C'est peut-être la solution elle-même, celle qui construit sa confiance et sa résilience pour toute sa vie.